Salut. Bah, aujourd'hui, j'aimerais bien, je crois, que ma chambre a l'air bordélique. Et en vrai, elle est plus bordélique que vous le pensez. C'est juste que vous ne pouvez pas le voir. Mais je vais tout ranger ce soir parce que notre dernière nuit, ça c'est demain. Ça c'est, oui, demain soir, où on va, oui, quitter ce qu'on dit la cité pour aller ailleurs. Notre dernier jour de cette formation, ça c'est mercredi, donc ça devient un peu compliqué, hein? Parce que, oui, il faut rester là-bas pour finir, terminer tous les trucs pour la formation. On apporte nos sacs à dos et nos valises avec nous à la formation parce qu'il faut rendre nos chambres. Euh, oui, à cette institution. Mais c'était un grand plaisir d'être accueilli par eux. C'était génial. Je l'ai bien apprécié. Et en fait, ça c'est une manifestation, une démonstration du fait que je me sens chez moi. Et donc, ce week-end, je parlais à mes étudiants par rapport à la négritude. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont je l'ai enseigné. Je ne l'ai pas fait en français. Et donc maintenant, j'ai ma chance pour le faire. Laisse-moi suivre ce musique. D'abord, ok. Je l'ai eu. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, la négritude. C'est quoi ça? Ça, c'est un courant littéraire, un mouvement littéraire qui existait, comment dire, c'est produit aux années 20 du XXe siècle, okay? Donc les années 1920. Et c'était un mouvement qui a été créé, disséminé par des écrivains noirs, mais surtout les étudiants écrivains noirs, en tant que Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gautran d'Ama. Donc, ça, c'est la façon dont on raconte l'histoire de la négritude. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le manuel. Si on le trouve là-bas, ok? Parce que, en fait, cette histoire se parle très peu dans les cours d'histoire. Mais, ce que je faisais dans mon cours, en fait, j'ai donné le contexte pour la négritude avant. Et oui, j'ai envie de le faire maintenant. Donc, le contexte, ok, ça c'est les vingtaines, ok? Non, pas les vingtaines, ça c'est les années 20. On est en France. On a plein d'étudiants qui venaient de la Martinique, et le Sénégal, et le Congo, et peut-être pas le Congo. Oh, il y a des choses à dire par rapport à ça. Ça, c'est pour notre vidéo. La, la République. Comment tout ça? Central African Republic. La République africaine centrale. Le Cameroun et la Guyane française, et partout dans le monde. Ils se réunissent à Paris en France pour être bien éduqués par le système français, par ce forme de scolarité, pour qu'ils puissent apprendre la bonne façon les bonnes comment dire, matières
la bonne façon de se comporter dans le domaine académique et professionnel, se met bon entre guillemets, et pour bien former les étudiants pour qu'ils puissent rentrer chez eux et disséminer, transmettre ces valeurs qu'ils ont apprises en France chez les citoyens. Mais à l'époque, c'était le peuple colonisé. OK? Donc, bah oui, je suis sûre qu'ils ont reçu une bonne éducation, qu'ils ont lu des livres, ils ont écrit des trucs. Mais le grand but, c'est pour créer les dirigeants noirs qui pourraient agir en tant que poupées, marionnettes pour les colons français. C'était le but, ok? Ça, c'est les années 1920. En vrai, on peut dire que ça, c'est le but. Mais, notre peuple, le peuple noir, ils ne sont pas aussi stupides, ok? Au moins, ils ont été conscients de la situation, de la raison pour laquelle ils ont été envoyés en France pour ce genre d'éducation, de scolarité. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot de manière interchangeable? Je sais pas. Éducation, scolarité, en tout cas. Et donc, les sœurs Nardal, qui viennent, je crois, je l'ai chuchoté parce qu'en fait, je ne suis pas 100% sûre, il faut que je fasse un peu plus de recherche. Mais il y avait des sœurs qui sont allées en France pour leurs études et oui, pour vivre aussi. Et elles se sont rendues compte que si on a une ville plus ou moins interculturelle, cosmopolitaine, où on a les gens de partout, ça c'est l'un des seuls endroits dans le monde où on peut voir autant de diversité. Comment exploiter ce genre de diversité? Qu'est-ce qui arrivera quand on met tous ces cerveaux divers dans le même endroit pour qu'ils puissent parler entre eux, sur des thématiques intéressantes, soit leurs études, okay, leur centre d'intérêt, soit l'identité, soit qu'est-ce qui arrive quand on met les gens noirs dans un endroit pour parler de leurs propres conditions, pour s'exprimer, pour questionner qui ils sont en rapport à d'autres personnes noires. Est-ce qu'on est une communauté? Ça veut dire quoi, hein? Une communauté. Donc, ils ont été en train de... Ils étaient en train de poser plusieurs questions. Et c'est grâce aux sœurs Nadal qu'ils ont créé l'institution, l'environnement, l'ambiance, et qu'ils ont ajouté un peu de thé aussi, c'était un salon, ok? Où ils puissent, oui, avoir ce genre de conversation de manière libre. Et ben oui. Et donc, c'est dans ce genre de conversation où la négritude a été créée. Okay? En vrai, peu importe d'où vient le mot en vrai,
ou la définition exacte d'où vient. En fait, c'est pas aussi important parce que ce qui importe le plus, ça c'est le fait que c'est tout au long de ces genres de conversations où on pourrait arriver à quelque chose qui nous réunit, quelque chose qu'on a en commun. Et ça c'est la négritude, la noirceur. Ça veut dire quoi la négritude? Donc, dans le cours, j'ai essayé de décortiquer les mots. J'ai dit, ok, je suis sûr que vous voyez les mots dans le mot négritude. Et donc, on va essayer de trouver la racine. Donc, chaque cours, quelqu'un a dit, j'ai capté. Et oui, et on a parlé de l'implication de ce mot nègre, de quoi de la façon dont il a été utilisé ou weaponized, employé euh, pour oui, opprimer et diaboliser les Noirs. Et donc, la négritude, c'était une réaction à la façon dont les Noirs ont été traités par les colons français, mais aussi les colons belges, mais aussi les colons britanniques et américains. Ils ont dit que vous êtes Noirs, ça c'est vous, même si vous n'avez pas ce genre de conscience que vous venez de plein de pays, plein de villes, plein de cultures différentes, mais dans nos yeux, vous êtes que des Noirs. Et noir fait mauvais. Ok? Ça, c'est ce que ça veut dire. Et les penseurs, ok, les fondateurs et les fondatrices du mouvement de négritude, ils ont dit, eh ben, et si d'être noir, c'était d'être bon, en fait. C'était d'être beau, en fait. C'était d'être intelligent, en fait. C'était d'être en communauté, en fait. Et donc, oui, il réfléchissait. Il y réfléchissait. Ils ont créé une publication, un journal qui s'appelle L'Étudiant Noir. Donc, oui, on a les Sœurs Nadal, on a Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran-Damas, et plein d'autres qui ont contribué à cette publication. De partout dans la diaspora africaine. Et la diaspora africaine, que je dis, ça fait référence à la façon dont le peuple noir sont dispersés dans le monde. Mais il faut comprendre aussi que les Noirs sont partout. Donc quand on dit la diaspora africaine, on pense aux Noirs, mais il faut prendre en compte que la diaspora existe partout dans le monde. Et je crois que c'est important de mentionner que donc, je suis allée à une conférence une fois où une académique, une chercheuse universitaire, elle a parlé de Paulette Nardal et la statue qui a été créée dans son image pour les Olympiques qui se déroulaient à Paris en 2024. Et elle a fait un point juste... En fait, elle est magnifique et je vais trouver son nom plus tard. Mais c'était une conférence sur quelque chose comme internationalisme, quelque chose comme ça. Et elle a dit, quand on a montré ce genre de statues pour dire, voilà les femmes
signifie important. Voilà les femmes importantes dans au fil de notre histoire. Elle a remarqué en disant, il n'y a personne en France qui connaît Paulette Dardan. Et si oui, elle ne l'a jamais lu. Et j'ai dit, waouh. Mais oui, y compris moi, mais pas en France, mais j'ai jamais entendu le nom. Peut-être que je l'ai entendu à la fac. Et oui, à part cette conférence, même moi, il faut avouer, je l'ai pas connu. Mais oui, c'est intéressant le fait que il y a quelqu'un qui a pris cette décision de l'inclure dans l'histoire française. Et donc, peut-être que ça veut dire qu'il y aura des changements par rapport à comment on raconte l'histoire, mais est-ce que ça joue un rôle si on peut la montrer en or, mais il n'y a personne qui la reconnaît, tu sais? Donc, j'ai expliqué aussi que la négritude ou le mouvement a été bien inspiré, il s'inspire, il s'est inspiré du mouvement de Harlem Renaissance, okay? La Renaissance de Harlem. Et oui, je leur ai dit, j'ai dit à mes étudiants que c'est grâce à notre créativité, à notre façon de s'exprimer de manière artistique, que ça a créé comme des ondes, ouais, des ondes, ou des vagues qui se diffusaient dans le monde à travers des langues aussi. Et ça, c'est assez important de noter. Et j'ai dit que peut-être si vous êtes en train de créer quelque chose et vous croyez peut-être qu'il n'y aura personne qui va voir ça, que vous ne savez jamais. Peut-être qu'il y aura quelqu'un dans un pays différent qui va, oui, s'inspirer de ce que tu es en train de faire, parce que la façon dont on s'exprime, ça fait partie de la grande histoire, de l'histoire humaine. Et donc, ce que tu sens, ça c'est tout à fait logique que quelqu'un ailleurs va sentir pareil. Ok, en tout cas. Quoi d'autre? J'ai dit que le mouvement de négritude, c'est un peu impressionnant le fait que je n'ai pas de notes, mais il faut dire que j'ai donné ce genre de discours hier 2 fois. J'aurais dû le faire 3 fois, mais je devais annuler mon cours à cause de galères de route, ok, avec mon transport, ok. Et donc, j'ai dit que la négritude, ça a été créé au sein d'un contexte, parmi un contexte, ou dans un contexte de racisme, en fait. Et moi, quand je dis racisme, c'est pas quelque chose de ça c'est quelque chose d'injuste, ça c'est quelque chose d'injuste, il faut pas. Nanana. En fait, ça c'est une manière plutôt historique, non, ça c'est pas le mot, scientifique, de comprendre la race et le racisme.
dans une chronologie de l'histoire humaine. Et donc, j'ai commencé avec le 15e siècle, où j'ai dit, OK, pourquoi le monde déteste-t-il les Noirs? C'est à cause de l'Inquisition espagnole. Et ça, c'est quelque chose de rigolo. Parce que, en vrai, on croit qu'on n'a rien à voir avec l'Inquisition espagnole. Mais, moi, quand j'étais au Portugal, j'ai fait une visite guidée. On a parlé plein de, euh, oui, les conséquences, les répercussions de l'occupation des Marocains, des morts. Je mets ça entre guillemets parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus. Il y avait plein de monde euh, dans Hispaniola occupé, y compris les Marocains, mais c'est des Arabes et aussi les Amazirs, donc la population autochtone de l'Afrique du Nord. Et, et aussi les Noirs de l'Afrique du Nord, l'Afrique saharienne, West Afrique. Donc, c'est difficile de vouloir créer une image de cette époque-là. Mais je sais que dans la période moderne, on a envie d'avoir ce genre d'image. Mais oui, hein. Et donc, après l'Inquisition espagnole, ils ont chassé les Morts, les Arabes, les Amazirs, les Noirs, les gens de l'Afrique, en disant et ne retournez plus. Et surtout les Juifs, ok? Parce que on a eu des problèmes. Ils ont, comment dire? Ils ont eu des problèmes avec la religion et ils ont eu des craintes que l'islam ou le judaïsme prendrait ou aurait pu prendre l'espace de chrétianisme parmi les gens dans le monde. Donc, quand on pense aux Crusades, je sais pas comment dire. Crusades. Croisade? Crusades. Que oui, ça fait partie de cette longue histoire. Donc, ils ont dit, ok, ils ont écrit, ok, c'est le roi du Portugal et la reine d'Espagne, de l'Espagne, je sais pas, je sais plus, mais peut-être que c'est inversé. Ils ont écrit dans leur livre, leur carnet, ok, il n'y a que des chrétiens ici dans cette terre et si tu es autre chose, on va vous tuer. Et on voit des échos de ce genre de pensée en Louisiane, dans les codes noirs. Le premier code dans le code noir, ça c'est pas le juif. Et donc ils ont dit, ne revenez plus, sauf soit vous convertisez au christianisme, soit on va vous tuer. C'est ça. Et on voit juste quelques pages plus tard dans ce livre que la reine et le roi va donner permission, ils vont permettre à Christophe Colomb
d'aller aux Amériques pour, pour faire ce qu'il a fait. OK? Ben oui. Et Christophe Colomb, je crois qu'il est italien, n'est-ce pas? Et donc, ouais, ils lui ont donné de l'argent pour faire ses voyages. En tout cas, ça c'est une longue histoire. OK? Donc, on a eu un racisme genre religieux. Oh, j'ai complètement oublié de montrer. Donc, on a eu l'Inquisition espagnole, Christophe Colomb, et dans le même carnet, ils ont permis aux missionnaires, je ne sais pas si missionnaires, ça c'est les personnes exactes, mais des missionnaires d'aller, de voyager au pays partout dans le monde pour le but de convertir les païens, ça se dit, les gens non chrétiens. Donc si vous si vous n'êtes pas chrétien, ça veut dire tu prie au diable, c'est ça. Et donc oui, en vrai, cette déclaration qu'ils ont émis, est-ce que ça se dit? Ça joue un énorme rôle dans, oui, le commencement, le début de l'histoire coloniale, où le premier pape a donné pouvoir aux soit missionnaires, soit les botanistes, plein de monde pour voyager pour le propre but. Mais surtout le but derrière, c'était toujours pour convertir ceux qui ne sont pas chrétiens, pour sauver leurs âmes, n'est-ce pas? Et donc, oui, le racisme, il a commencé environ autour de cette période-là. Et plus tard, on voit un racisme plutôt justificatif, si ça se dit, où on utilise la logique et la raison et rationalité. Et ben oui, la littérature et plein d'autres trucs pour essayer de oui, justifier, ça c'est le bon mot, pour justifier la raison pour laquelle ce genre de population mérite être au champ, au soleil, forcé à faire des trucs, et tous les autres, ça va. Parce que si on n'a pas de raison, si on n'a pas de justification, les êtres humains, on ne peut pas, oui, on ne peut pas rationaliser ce genre de violence. Parce que ça va comment dire, créer des problèmes psychologiques, ça peut créer plein de problèmes. Et ce genre d'info vient de France Fanon pour Noir Masque Blanc. Et donc, il faut des justifications. Il faut Voltaire qui va dire que les Noirs sont comme les singes. Et je sais parce que j'ai fait des expériences en Afrique du Sud où je les ai observés. Et en fait, les singes sont plus intelligentes. Ou Montesquieu qui a dit que dans l'encyclopédie, on a dit que pendant la période des Lumières, que c'était une période plus
je sais pas, c'est plus intelligent où les gens ont bien s'exprimer, ils ont utilisé de bons langages, blablabla. Montesquieu a dit que oui, les Noirs, ils préfèrent travailler au soleil parce que tu connais ce genre de peau. Ça, c'est quelque chose qui absorbe le soleil. Et s'il n'y a pas de soleil, ils vont être juste paresseux. Et donc, ils ont besoin, quand les intelligents, les génies, ils ont besoin on les force à travailler au soleil. Ça, c'est pour leur bénéfice, ça, c'est pour eux. Quoi. Et plein d'autres. Okay? Hegel, on a Diderot, on a plein d'autres personnes. Et donc, ça, c'est le deuxième genre de racisme. Il y avait le racisme scientifique avec Sarah Parkman et euh, le con Georges Cuvier qui s'intéressait de manière dégueulasse à son corps, son physique, et après sa mort a, a, a pris des parties de son corps pour l'étudier et éventuellement pour les remettre dans un musée qui resteront là jusqu'aux années 90, c'est ça. Et maintenant, on a un racisme qui est plus institutionnel, plus sinistre, plus, tu sais. Quel est le but? Donc, tout ça pour dire que même si le mouvement de la négritude mérite quelques critiques, il y avait plusieurs vagues de la négritude. Donc, chaque nouvelle vague apprend de leurs prédécesseurs. Mais on avait besoin de la négritude. On avait besoin de revendiquer que oui, vous avez raison, on est des Noirs, mais vous avez tort en disant que noir fait mauvais. En fait, noir, c'est quelque chose de beau. Ça, c'est quelque chose d'intelligent. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est quelque chose de divers. Ça, c'est important à dire parce que, oui, il y a une multitude de diversité culturelle et sociale et nanana, artistique et que, ouais. Et la dernière chose que je dirais, parce que j'ai plus de temps, il faut que je me prépare. Et ça, c'est que Wole Soyinka a donné une définition à la négritude et je l'ai beaucoup aimé. Je ne peux pas traduire parce que j'ai oublié, mais il s'est concentré sur l'unité entre les gens noirs, leurs états et ce rapport entre eux et ce qu'il a dit, l'unité de tout. Donc, soit la terre, soit le temps, soit l'espace, le cosmos, des choses comme ça. J'ai kiffé. Oui, j'ai beaucoup aimé cette définition parce que ça m'a fait penser à ce qui nous lie en tant que peuple noir en vérité. On dit assez souvent, ça c'est une histoire partagée où, oui, nos histoires ont été, ouais, euh, perturbées par oui, l'esclavage et le colonialisme. Et j'ai dit oui, parce que les fractures, ok, on est en train de parler des fractures, les fractures entre l'espace et le temps. Et oui, tout avait raison. Mais je crois que, à mon avis, ce qui nous lie, vraiment, ça c'est le fait on est conscient de
ce genre de fracture et on est en mode de réparage, si ça se dit, de réparer ces genres de fractures. Parce qu'on a les moyens. Ça implique l'apprentissage de l'histoire. Ok? Ça, c'est quelque chose, ça fait partie de ADFC. Ça, c'est de parler les langues de nos ancêtres, mais aussi de parler les langues qui se trouvent dans la diaspora africaine. En tant que Français, on a les anglophones à ADFC qui sont en train d'apprendre le français pour parler à eux. Et à eux, et à eux, parce que les noirs sont partout. Et en fait, ce que j'ai essayé de dire, parce que c'est un cours avec des étudiants de partout, mais principalement des États-Unis. J'ai essayé de leur communiquer que on croit que on a perdu quelque chose en tant qu'Afro-Américain. Il y a un manque, ok? On pense avec un esprit de la pénurie, où on regarde en arrière dans notre histoire et on voit la vide. Et je voulais communiquer à mes étudiants que ça, c'est l'expérience de tous les Noirs partout dans le monde. Toutes nos histoires ont été perturbées. On a des populations, des marrons, okay, des maroons, qui ont fait de marronnage, qui se sont émancipés. Ils font partie de cette longue histoire. Et maintenant, c'est à nous de comprendre tout ça et de faire des réparations entre nous et la terre, entre nous et le temps, avec l'histoire, entre nous et l'espace tel qu'elle est, de tout. J'ai dit qu'on est des enfants du monde, comme Andy l'a dit. C'est ça. Et c'est important de dire ça. Les gens en Afrique, sur le continent africain, ils ont vécu des expériences semblables avec la colonisation. Il ne faut pas toujours regarder là-bas en disant « Voilà mon histoire, je ne peux jamais y aller là-bas. » Et bah oui, et je serais perdu pendant toute ma vie. En vrai, il faut avoir d'abord une acceptation de notre état, notre condition, et de dire « Ok, mes ancêtres ont été réduits en esclavage, ils ont été forcés à travailler dans le champ, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire pousser des fleurs ou de travailler dans mon petit jardin, ou de dire que je ne peux pas parler aux gens au Cameroun ou au Sénégal ou au Togo ou en Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, en France. Ça se peut, vraiment. C'est juste le fait qu'il faut surmonter ces sentiments qui sont tellement forts, qui nous empêchent de vouloir regarder en arrière. Parce que dès qu'on peut... oui, on comprendra parce que cette terre, elle appartient à nous tous. On est des êtres humains. OK? Right? Oh yes. OK. Ça, c'est un discours. OK, bye bye.